Donc Bruno Bonnell pour commencer. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc entrepreneur et maintenant depuis combien de temps ça fait 3 ans et demi cette histoire, ouais, 2017. 2017. 2017. Voilà. Vers les 4 années. La République en marche, juste à côté de Lyon, c'est ça, c'est Villeurbanne. Toi c'est Villeurbanne, voilà c'est ça. Toi c'est Villeurbanne. La République en marche. Alors rentrons tout de suite dans l'actualité du moment là. Est-ce que c'est un match de... Enfin, je suis sûr que c'est un truc auquel tu penses, parce que dans ton parcours, c'est quelque chose de très présent. Est-ce que c'est un match jeune contre vieux ? Je vais te dire très franchement, Bruno, allez, moi je vais y aller très franchement. J'ai eu 56 ans là ce week-end, donc j'ai compris que la limite, c'était 55 là, voilà. Donc moi-même, je serais confiné. Je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas une décision administrative de confiner les vieux, une bonne fois pour toutes. Moi, le premier, pour laisser nos gamins respirer, quoi. Voilà. Ça devient mais plus possible. Alors, la réponse politique et technique à cette question, c'est qu'en France, on a un truc qui s'appelle l'égalité, et confiner certaines personnes et pas d'autres, c'est pas constitutionnel. Mais c'est sûr ça. Ah mais c'est certain, c'est un fait. Donc on peut en parler longtemps, mais la politique c'est un peu ça. Quand on est dans l'entreprise, tu votes l'état d'urgence toutes les 3 semaines. Non, mais même, tu votes des lois dérogatoires toutes les 3 semaines. Justement. Alors on pourrait inventer une loi pour ça sera encore autre chose. Mais il faudrait passer le seuil de la Constitution. Mais à la limite c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est que j'ai appris au cours de ces 3 ans, c'est que l'entrepreneuriat, c'est du bateau à moteur. Tu as un objectif, tu mets de l'essence, un équipage, et tu vas tout droit, et tu y vas. La politique, c'est du bateau à voile. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des courants, il y a des vents contraires, il y a une opinion. Il y a des gens comme toi qui disent « Ok, je suis d'accord d'être confiné ». Et puis il y a d'autres gens qui disent « Mais il n'y en est même pas question. Et tant pis, je veux aller jusqu'au bout de ma vie ». Mais ces gens-là mettent le pays en danger, mon vieux. Non, mais le débat, c'est un débat. On peut avoir ce débat pendant des heures autour d'une table. La réalité, c'est qu'il faut faire avec. Et on ne peut pas juste décider pour dire. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la rue, qui disent « On ne veut plus porter de masque, on ne veut plus être confiné, on veut sortir quand on veut, on veut faire la fête, on veut ouvrir les bars et restaurants ». Ils n'ont pas 56 ans, ces gens-là. Ils n'ont pas 60 ans, ils n'ont pas 70 ans. Il y en a qui ont 70 ans aussi. Il y en a aussi. Mais tu sais ce que je pense, Bruno ? Je pense que c'est les vieux qui votent et que vous n'osez pas le faire parce que derrière, vous vous prendriez une dégelée électorale. Alors moi, je vais te proposer autre chose. Je pense que c'est pas un conflit des jeunes contre les vieux, c'est un conflit de génération. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire que là, on a vécu une accélération du monde avec cette Covid dont on parle pas. Une accélération notamment technologique, les techniques médicales, tu vas en parler tout à l'heure, mais l'ARN messager, c'est une bombe de la médecine. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des vaccins en 6 semaines, on va pouvoir les modifier. C'est un truc de dingue. On a vécu une accélération technologique sur le télétravail, l'utilisation du digital. Le nombre de personnes qui maintenant te disent à quelle heure on zoom est devenu phénoménal par rapport à un truc qui était obscur. On vit une accélération technologique dans tout ce qui est, et on va en parler tout à l'heure, la robotique qui va basculer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans une transformation du monde en phase de chrysalide, et l'annonce, je suis content de venir aujourd'hui, au fait, parce que si j'étais venu la semaine dernière, j'aurais pas pu le dire. L'annonce politique du président de la République de dire on change la donne, on fait confiance aux Français, on prend le virage. C'est une espèce de tournant de guerre. Non, mais attends, je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Tournant de guerre. Si, parce que les virus ne vont pas arrêter. Prend une pièce, c'est pas un tournant de guerre. Ça, c'est une analyse politique qui est, j'allais dire, superficielle. Fondamentalement, ça veut dire quoi ? Les variants, ça va pas arrêter. Il n'y a pas un coronavirus, il y a des dizaines, des centaines de coronavirus à venir. Donc ça veut dire, non pas sur le plan létal, parce qu'il est beaucoup plus grave que la grippe, mais sur le plan de l'infectiologie, on va apprendre à vivre avec. Et nous, les gens de 55 à 65 ans, en septembre prochain, on aura un vaccin et on ira se vacciner. Ouais. Et puis un truc dont on ne parle pas, c'est la révolution du médicament. Non, mais c'est super important ce que tu me dis là, Bruno. Enfin, d'ailleurs, je ne pense pas que tu aies des informations particulières. Ah non. Alors, on en dira un mot de ça quand même, d'ailleurs. C'est ton analyse des choses. Mais enfin, ça veut dire, parce qu'il nous a déjà fait le coup en été, on voyait venir, il va falloir vivre avec le virus. Moi, j'étais assez d'accord avec ça. Ouais. Mais ça n'a pas empêché de confiner en novembre. Si jamais les choses s'accélèrent, on y aura droit quand même dans un mois. Si jamais à la porte des hôpitaux, les mecs doivent commencer à crier. La différence, je vais te dire, c'est l'histoire de la guerre de 14 au moment des tranchées, quand on a inventé le tank et l'avion. Ça veut dire que tant qu'on n'avait pas les vaccins dans une visibilité certaine, maintenant on les a, alors c'est pas assez vite, mais elle est là. Et tant qu'on n'avait pas des méthodes curatives de médicaments dont on parle jamais pour le moment dans les médias, mais on va commencer à en parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait soigner la Covid, ce qui est un problème dans les hôpitaux, parce qu'on garde les gens un peu plus longtemps, parce qu'on les soigne. Et si on regarde le ratio de gens qui meurent par rapport aux gens qui rentrent, il a considérablement diminué. Eh bien, tant qu'on n'avait pas ces deux armes pour se battre, effectivement, c'était prématuré de dire on va vivre avec. Là, aujourd'hui, on peut dire qu'on va vivre avec parce qu'on a des solutions à terme qu'on n'avait pas avant. C'est pour ça qu'il y a un changement de stratégie. Et alors, pour revenir sur le conflit de génération, c'est qu'effectivement, on a tout un pan
générationnelle qui probablement a du mal à accepter ce progressisme et qui dit on va rester confiné, on va rester... Non mais... Attends, des gens qui disent, j'entends générationnel en termes de on a un côté populiste, si on parle en langage politique, c'est-à-dire des gens qui veulent rester surtout traditionnels et dont la seule méthode, c'est le confinement. Puis d'autres qui disent, non, il faut qu'on sorte, qu'on investisse, on n'a pas mis assez d'argent dans la recherche. Bruno, le sujet, c'est qu'on a des gamins qui ont besoin à un moment d'aller à l'université en cours, qui ont besoin à un moment de retrouver leurs copains, leurs camarades, d'aller boire des coups, de vivre. C'est pas possible, quoi. Moi, je ne parle pas de déconfinement, je parle d'une dépressurisation, c'est comme ça que je dis, comme par palier, quand on remonte du fond de l'eau, on est rentré dans une phase de dépressurisation de la société. Ok, parce qu'on a les armes. Parce que tu penses qu'on a les armes. Et alors, maintenant, sur le côté, parce que dans la séquence de la semaine dernière, il y a un truc qui doit quand même un peu de très 5e République. J'ai vu le journal du dimanche qui s'excuse, machin. Je leur fais confiance, les gars, certains d'entre eux, je les connais. S'ils ont écrit ça la semaine d'avant, c'est qu'ils avaient sans doute vraiment du tout proche du président de la République qui leur disait « Ok, il va falloir confiner ». Mais tout le monde a été persuadé. Non, mais le pouvoir personnel... Mais non, mais... alors pour le coup, là, le Jupiter regnante, le démocrate que tu es, est-ce que ça ne pose pas un problème sur cette gestion? C'est le débat qu'on a eu hier jusqu'à minuit à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour prendre des décisions aussi importantes, parce qu'elles engagent tout le pays, on doit réunir 300 personnes et essayer de trouver un consensus qui sera forcément mou? Ou est-ce qu'à un moment donné, parce qu'on mène, et tout à l'heure tu levais les yeux au ciel quand je parlais d'une guerre, c'est une véritable, en tout cas dans le schéma économique, dans le schéma sanitaire et le schéma social, c'est une véritable guerre, et elle est mondiale. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des De Gaulle, il faut qu'il y ait des Churchill, il faut qu'il y ait des gens qui disent, on va faire comme ça. Et probablement, pour beaucoup de cas, dans une adversité relative, parce que moi je ne doute pas que dans les 3 semaines qui viennent, on va avoir des chiffres qui vont fluctuer et on va remettre en question la décision, et là il va falloir tenir bon, parce que si on relâche encore, ça veut dire que, les Français, dont on peut vraiment objectivement être fiers, parce qu'on avait dit Noël, ça va être la cata, elle n'a pas été cata. La politique, mais non, les Français dont on peut être fiers. Mais attends, on nous avait annoncé, Noël, ça va être une boucherie. Le jour de l'an, ça va être un désastre. On constate un mois après que ça n'a pas été une boucherie, ça n'a pas été un désastre. C'est-à-dire que les gens, combien de personnes... Donc on peut nous faire confiance. Mais attends, mais on l'a tous fait, on se comptait à table. Mais évidemment. Non, on peut pas inviter machin parce que tu comprends, on sera 14, mais il va comprendre. Allô machin. Et puis là, on raccrochait en disant ouais, chouette, j'aurais pas le mauvais cadeau de Noël comme chaque année. Bon, mais refermons cette parenthèse. Non, sérieusement, le pouvoir personnel. Alors d'abord, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, mais tu peux pas y répondre, donc je la pose comme ça, Alain. Est-ce que tu penses, tu m'as cité Churchill, machin bidule, est-ce que tu penses que notre jeune président, il est de cette trempe-là? Donc Bruno Bodel, forcément, nous répond oui. Si je répondais pas, je change de métier. Ouais, forcément. Mais vraiment, ça peut... il peut pas y avoir plus... Inventer un mode, je comprends bien qu'on ne peut pas réunir 300 personnes, mais j'en sais rien moi, au moins inventer justement un mode de communication de guerre et de consultation de guerre avec ceux qui sont les responsables politiques élus de ce pays. Je sais dans la réalité, sur des décisions aussi importantes. Il faut faire très attention à l'intox dans tout ça. Il y a effectivement une autorité de l'État qui s'appelle le président de la République dans la 5e République. À côté de ça, ça n'arrête pas. Les réunionites, c'est la politique, c'est le champion du monde de la réunionite pour tout. Et donc, c'est pas parce que tous les étages sont pas informés en même temps, mais il y a sans arrêt des discussions. Il faut pas croire au mythe de dire là on est sur l'Olympe et on décide et mais on est monarque. Mais c'est comme ça que ça se passe. À la fin, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, on l'a lu dans tous les journaux. On peut en débattre. Le gars, finalement, il a déboulé et dit écoute, Jean, j'ai un truc pour toi, on va pas confiner. Et l'autre, bon. Et il a une demi-heure pour faire son speech à la télé. La décision de le faire, elle est effectivement solitaire. Mais avant ça, il y a eu un travail de rassemblement d'informations, etc., pour trancher. Parce que sinon, on arrive forcément, je le répète encore une fois, à des consensus mous. On fait à moitié, on déconfine ceux-là et pas ceux-là. Et d'ailleurs, au passage, le phénomène de dire je fais pas les galeries marchandes, par exemple, je ferme les galeries marchandes, avec tous les petits commerçants qui sont dans les galeries marchandes qui disent mais pourquoi nous, on est opticiens ou vendeurs de fringues, dans la galerie marchande on est fermé, alors que la rue d'à côté ils sont ouverts. Ça fait partie des consensus probablement d'arbitrage qu'il y a eu au dernier moment. Non, et puis ça je comprends, c'est les effets de bord. En économie, il y en a partout des effets de bord. Dès que vous prenez une décision, elle a des effets de bord. Et les mecs, sinon justement, comme tu dis, vous prenez pas de décision. Voilà. Non, ça là-dessus je suis d'accord. Après,
quand même, le pouvoir personnel. Est-ce que tu fais partie, allez, encore 3-4 minutes là-dessus, et puis ensuite on va parler des robots. Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent on a sauvé les entreprises, donc maintenant elles doivent rendre des comptes? Absolument pas. Moi, je pense que je suis d'abord fier d'avoir fait partie de ceux qui ont participé à la réflexion pour dire on peut pas lâcher. Ça, c'est une chose. Par contre, aujourd'hui, c'est pas elles doivent rendre des comptes. C'est aujourd'hui, c'est les gars, c'est l'heure ou jamais. D'abord, de prendre une décision maintenant avec une visibilité septembre. Moi, ce que je dis aux entreprises politiquement aujourd'hui, c'est de dire ça va repartir en septembre. Donc mettez-vous ça dans la tête. Ça veut dire que le temps que tout le monde soit vacciné, que la machine mondiale se remette en route, etc. Troisième trimestre. En attendant, transformez-vous. En attendant, réinventez vos métiers. Continuez à vous pousser, à former, à profiter de ce temps que vous considérez comme un peu mou et mort pour investir dans les hommes, dans les femmes, dans les idées. Parce que c'est là qu'on va gagner le pari. Si on ne fait pas ça, là, je peux te dire que 2022, c'est un cimetière qu'on est en train de construire. Ouais. Et ça ne sera pas la faute du gouvernement. Ouais. Ça sera la faute des entreprises qui diront je savais pas. Non, il faut se transformer maintenant. Et c'est maintenant. Ça veut dire qu'il faut donner la chance aux jeunes. Tu parlais des jeunes, de dire allez-y, amenez les nouvelles idées. Introduire des robots dans la production, utiliser le télétravail internationalement pour ouvrir des marchés, enfin, que sais-je. Enfin, bon, là-dessus, on peut en parler pendant 2 heures de la transformation. Oui. Non, et d'autant que, là, pour le coup, le plan de relance est là. En plus, alors, ce plan de relance, mal nommé, parce que c'est pas un plan de relance. Très mal nommé, j'étais le premier à le dire, sur tous les plateaux, c'est un plan de transformation, c'est un plan dans lequel on ne va pas réparer ce qui n'a pas marché ou ce qui est cassé, on doit investir pour demain. Donc ça veut dire chercher les nouveaux jobs, les nouveaux marchés, les nouvelles idées, pousser à la réinvention. Alors là-dessus, il y a un gros volant rénovation énergétique, parce que c'est un peu quand le bâtiment va tout bas, et après d'autres guerres, il y avait de la destruction, on devait reconstruire des routes, des ponts, des maisons. Là, on les rénove. La nuance est assez intéressante, parce que j'en ai visité pas mal ces derniers temps. Je peux dire qu'on est aux limites de la reconstruction. Oui, non, mais c'est très très important, mais pour notre outil industriel. Oui, mais tout à fait. Bien sûr. Et là, effectivement, les choses fonctionnent. Alors, est-ce que toi, par exemple, député là, à Villeurbanne, alors pour le coup, on est dans une région industrielle, on en a encore peu, mais là, on est au cœur d'une sacrée région industrielle. Est-ce que tu es au contact avec un tel qui a besoin de telle subvention pour moderniser telle ligne d'assemblage, robotiser telle... Alors, le choix qui a été fait, ça a été de passer par justement les régions et les préfets. Ça s'appelle les plans État-région. Parce qu'une région, les tailles de régions françaises aujourd'hui, et Rhône-Alpes en particulier, c'est des petits pays. Il faut bien comprendre qu'un président de région, il dirige, pour Rhône-Alpes, pour donner une idée, il est entre... C'est Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Il est plus gros en PIB que le Portugal, plus gros en PIB, et il frise l'Autriche. Ça veut dire que... Je crois qu'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, il est plus gros que l'Autriche. Bon, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je suis quasi sûr. Ça veut dire que le président qui a les manettes avec son staff, économiquement, parce qu'il n'a pas les pouvoirs régaliens, il a vraiment un pouvoir de distribution et d'exécution. Donc c'est sous l'autorité du président de région, qui est, avec les préfets, qui est distribué cet argent qui arrive en fonction des demandes. Alors, il y a des appels d'offres, il y a tous des process. Mais ça passe par BPI France, ça passe pas par les présidents de région et par les préfets, Bruno. Si, il faut des validations intermédiaires, c'est-à-dire qu'il y a des... Non, mais c'est pas compliqué. Non, mais je sais, en plus, je vais pas faire le malin, parce que j'ai reçu, il y a 2 jours, là, une charmante jeune femme à ta place, 800 000 € de subventions directes pour moderniser une ligne de traitement de surface des métaux. Voilà, c'est par appel d'offres, ça remonte, c'est analysé, on doit discuter avec les gens qui analysent, c'est leur boulot. La BPI là-dessus, c'est un peu la caisse qui distribue. Ce n'est pas compliqué. Par contre, il faut que ça soit très exigeant sur la transformation. Encore une fois, si c'est pour refinancer encore des trucs qui, de toute façon, serviront qu'à réparer ce qui est cassé, non, il faut changer de machine. Et dernier point, toi, l'homme d'entreprise, les différentes séquences, là, les masques, ok, mais c'est pas les acheteurs de Carrefour, les meilleurs du monde qui vont acheter les masques, c'est l'administration qui va le faire, boum, flop. Les vaccins, ouais, mais c'est pas Géodis, champion de la logistique qui va transporter, on va se débrouiller, c'est l'État qui va faire, toc, flop. Il y a un sujet là ? Oui, il y a un sujet. Et le sujet, c'est que justement, je parlais de la transformation, mais l'État aussi doit se transformer. L'action de l'État, elle doit se transformer. On vit sur des méthodologies qui datent, grosso modo, de la Deuxième Guerre mondiale. Dans la réalité, institutionnellement, 58, c'est mon année de naissance, c'était 10 ans après un pays foutu complètement par terre. Donc, je pense que là, c'est encore une fois l'occasion. Alors là, on verra pour le prochain quinquennat, qu'on rentrera tous en campagne, mais il faudra vraiment se poser des questions sur la décentralisation, où effectivement, là, des présidents de région pourraient 30 ans, 40 ans qu'on parle de décentralisation. Oui, j'ai l'impression que je suis né, on me disait décentralisation. Parce que, moi, je le vois bien depuis jusqu'à 3 ans ou 3 ans et demi où je suis là. Le digital dans l'administration, c'est en train d'exploser.
ça simplifie terriblement les process. Il faut aussi faire ce pari-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir... Et ils sont en train de bouger, là, les gars. Ah, ça bouge énormément. Mais énormément. D'ailleurs, les gens dans le quotidien, ils le voient bien. Carte grise, carte Oui. d'identité. Oui, etc. oui. Non, mais c'est très bête. Oui. L'impôt à la source, tout ça, c'est ça, hyper simplifié. Donc, moi, je ne crois pas qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain en disant ouais, voilà, il y a le Covid, alors tout ce gouvernement poubelle. Non, non. Pas le gouvernement, le fonctionnement de l'État. Mais le fonctionnement de l'État, il doit aussi L'État être repensé. complètement Il y a plein de jeunes sclérosé. Il y a plein de jeunes qui disent on veut aider à pousser, on veut. Il faut pas la caricature du technocrate en énarchie qui décide de tout. Elle est salement abîmée par les jeunes geeks qui sont dans les administrations. Et donc ça veut dire que toi, au bout de 3 ans et demi, là, parce que c'était ça quand même ma petite idée, donc tu as débarqué et plein d'illusions. Non, mais puis je vais le dire à ta place parce que mais en gros, tu veux faire quelque chose pour ton pays. Bien sûr. Tu te dis que tu as ton expérience, ton énergie, etc. et tout. Allons-y, je vais tout défoncer. Et puis assez vite, on avait commencé à se parler, justement, tu m'avais parlé de la réunionite. Assez vite, on se dit, on défonce pas grand-chose. Finalement, les gars, on a du mal à faire bouger les lignes. Mais 3 ans et demi après, tu te dis si quand même un peu. Parce que quand on est entrepreneur, on a envie d'une révolution tout de suite. On a envie de changer les choses tout de suite. On a une idée, on voudrait qu'elle soit appliquée. C'est notre vie quotidienne en tant qu'entrepreneur. Là, encore une fois, t'as plus un bateau à moteur, t'as un bateau à voile. Donc tu tires des bords et on dit tu vas à droite, tu vas contre tes principes. Non, non, parce que j'essaye de choper un vent là-bas, comme un mec qui va un bateau à voile. Et du coup, si on regarde que la manœuvre instantanée, on dit ça y est, ils sont à droite, ça y est, ils sont à gauche. Quand en fait le cap, on nous a beaucoup reproché le cap, il change pas. Et vous avez vu le truc un peu là, la prochaine fois? Alors, ça, le mec, tu vas à droite, tu renies tes principes. Non, je tire un bord. Ben oui. Je tire un bord, mais je maintiens le cap. Bon, les robots. Donc, c'était... comment s'appelait ta boîte? Le mot Robolution, c'est toi qui l'as prononcé le premier, je crois, en France. Un livre. Voilà, tu avais même écrit un livre là-dessus. Tu es complètement sorti, d'ailleurs, de toutes tes activités, obligé, d'ailleurs, quand tu es devenu non, député. pas obligé. Il y a pas des obligé. députés qui les gardent. Moi, j'avais fait le choix de dire 5 ans pour mon pays et pas pour mes affaires. Et pas pour tes affaires. Et donc là, je lis à droite, à gauche que tout à coup, là, il peut se passer quelque chose autour notamment de ce robot compagnon dont tu parlais beaucoup. Oui. Quelque chose finalement d'assez rudimentaire, oui. mais qui peut nous aider dans énormément de tâches de la vie. Raconte-moi un petit peu comment les choses sont en train d'évoluer là-dessus. Ce qui évolue surtout, c'est que ça y est, les gens n'ont plus peur de l'écran. Avant, l'écran, c'était un espèce de truc de consommation, l'écran de télé. Après, c'est devenu vaguement un écran d'interaction avec l'ordinateur qui restait dans la sphère business. Ouais. Après, c'est devenu le smartphone où on a dit, ouais, tiens, il y a les jeunes, mais là, on avait un fossé générationnel. Et là, d'un coup... ma mère, 87 ans, se met à zoomer. Les gens se font des réunions et des apéros. Donc, non, mais le fait que cette interface d'écran soit devenue une interface familière est essentiel dans le robot compagnon. Parce qu'après, tu rajoutes, ça c'est la tête, puis après tu vas rajouter les jambes. Ouais. Et assez souvent, c'est vrai, la tête c'est un écran. Voilà, la tête, c'est un écran. écran. Tu peux le déplacer à distance, par exemple, ce qu'on appelle la téléprésence. Il y a des gens maintenant qui développent de la téléaction, c'est-à-dire que tu peux déplacer l'écran, la visualisation et avoir des bras qui peuvent manipuler, par exemple. Et donc on s'aperçoit qu'on avait un peu on est à la phase du chaînon manquant dans le robot compagnon, c'est-à-dire que c'est pas totalement autonome, c'est pas un truc qui fait papa-maman comme dans les films de science-fiction, mais ça permet d'avoir toute l'efficacité d'un robot dans le déplacement quelque part, mais l'intelligence humaine en manipulation. Mais manipulé par qui? C'est-à-dire par des hommes ou des femmes ou des enfants qui sont à distance et qui communiquent avec et qui les manipulent. Alors un exemple, il y a 2 exemples d'applications. Pour la téléprésence, c'est très bête, c'est par exemple dans les EHPAD où les gens sont très fatigués, n'ont même pas la force de comprendre ce qu'est une tablette, etc. Avant, tu avais l'infirmière qui rentrait avec une tablette, malheureusement pendant le Covid, et il y avait la tête du petit-fils qui parlait à sa grand-mère, et puis il fallait qu'elle reste à côté parce que la personne est crevée. Là, tu amènes, mais c'est le petit-fils qui pilote. C'est-à-dire le robot est dans le couloir, il le manipule et il l'amène auprès de la personne. Et l'autre exemple, ce sont des exemples plutôt médicaux. En Chine actuellement, les robots compagnons servent à faire des tests Covid. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de faire la manipulation. Bien sûr, la capacité de faire la manipulation sans qu'il y ait contact humain. Non, mais sans qu'il y ait contact humain. Donc, les soignants sont derrière, comme un jeu vidéo, en train d'aller mettre des cuticules dans le nez des gens à distance. D'ailleurs, ça me donne une idée, on va lancer un jeu peut-être. Ça pourrait marcher. Non, mais ça me fait rigoler parce que c'est le cœur de ce qui est totalement contre-intuitif avec les robots. C'est-à-dire, tu vas te dire, oh, mais le robot va me faire mal.
Mais non, si Mais tu non. es sûr que quelqu'un ne va pas te faire mal, c'est le robot. en Mais fait. bien sûr, Mais voilà. tu opères des yeux au micron près Mais oui. avec des lasers pilotés par Mais des c'est ça, robots. mais c'est ça. Alors évidemment, mettre un cuticule dans le nez, il va avoir une caméra, il va surveiller là où passer, on va presque pas le sentir. Il pourra probablement d'ailleurs utiliser un cuticule qui sera beaucoup plus fin, parce que lui, il n'a pas le problème du doigté, j'allais dire, de l'être humain. C'est pour ça que on arrive à un moment où on va comprendre que la robotique n'est pas anthropomorphe. On n'a pas à copier l'homme, on a inventé sur C'était des le grand technologies. sujet, ça, hein. Ah bah oui, bien sûr, c'est le mien. En tout cas, moi, je suis convaincu bien sûr. que le robot humanoïde, ça fait partie du roman. Ça ne sert à rien, un robot humanoïde. On a la contrainte du robot humanoïde juste parce que notre environnement, il est designé pour l'homme. Donc on dit il y a des escaliers, ben, il nous faut un robot qui monte les escaliers. Le merveilleux fondateur de Aldébaran Robotics, que tu connais évidemment, Bruno te dira, Messonnier, voilà, évidemment, te dira, oui, mais justement, il faut qu'il soit sympathique pour que tu l'acceptes. Ouais. Lui, il disait que cette forme humanoïde et surtout cet aspect, on se souvient de son petit robot Nao, Bien sûr, bien sûr. cet aspect très sympathique, Ouais. en fait, ok, tu acceptes de le faire rentrer chez toi et tu acceptes de communiquer avec lui. Écoute, moi, je vais te dire, je suis épaté parce que quand je vois les films de Star Wars et quand je vois mes enfants regarder les dessins animés, les objets sur lesquels ils ont un relationnel émotionnel n'ont rien d'humanoïde. Tu prends un Totoro, c'est une espèce de gros chat avec deux yeux qui ressemble à rien, pourtant les gamins en sont fans. Donc je crois que l'émotion, ça dépend beaucoup de la capacité d'interaction qu'on peut avoir en fonction de son âge. Et finalement, un robot de téléprésence qui bouge et que tu sais faire bouger pour une personne qui est isolée chez elle et qui voit un objet se déplacer, ben c'est aussi important que la forme humanoïde. Industriellement, on en est où? Parce que c'était ça ton combat. Ah ben, industriellement, alors, j'ai fait un... On a cité Aldébaran Robotics. Bien sûr. Rappelons encore une fois que Bruno Messonnier, il a dû vendre sa boîte aux Japonais. Bon, Masayoshi Son, voilà. Mais il était très SoftBank. en avance. Oui, SoftBank. Il était très en avance. Et puis, il est un peu comme moi, on est un peu des visionnaires de ça. Et là, on en est où aujourd'hui? Moi aussi, Ouais, mais j'ai c'était il y a raté des longtemps. bagues, hein, c'est comme ça. Oui, mais il y a longtemps, voilà. Là, non, industriellement, on en est que aujourd'hui, clairement, dans l'industrie, c'est parti fort. Et on a un déficit d'intégrateurs, on a un déficit de société, et là, il faut en parler. C'est quoi Il y a des boîtes- intégrateurs? Eh ben, c'est des gens qui vont mettre des robots en place dans des usines et dans des ateliers. C'est-à-dire des gens qui vont intégrer des bras, des systèmes de convoi, etc., dans les ateliers. Et là, c'est un vrai nouveau métier. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dire, OK, comment marche votre process? On va le réinventer avec la Les robotique. ESN de la robotique. Voilà, ça, il y a un vrai trou. Alors les ESN sont un peu dessus, mais timidement, parce qu'elles disent, nous on fait du soft, pas du hard. Et là, c'est un métier mélangeant de la mécanique, de l'électronique, de l'électrotechnique, du software. Là, il y a un monde de création à faire. La deuxième chose... Intégrateur en robotique. En robotique. Oui, oui. Et là, je pense que la France a une vraie chance, parce que c'est nous qui avons inventé... C'est nous, en France, qui avons inventé les Capgemini, les Sopra, c'est-à-dire les ESN qui ont conquis le monde, finalement, en disant « Ok, le logiciel, c'est bien, mais nous, on va s'accrocher. » C'était la fin des années 60. Fin des années 60. Oui, on inventait beaucoup de choses à cette époque-là. Ouais, ouais. Là, Eh ben, l'énergie tu sais quoi nucléaire, le TGV, le Minitel, etc. Eh ben, moi, je fais c'est une époque révolue. Ben, moi, je fais un Bruno. pari, c'est que l'Europe va se remettre à inventer. Parce que justement, quand on comprend la puissance industrielle des Chinois, quand on comprend l'isolationnisme américain qui est en train d'exister, où ils disent on va fermer un petit peu nos frontières, nos copyrights, nos machins, etc. L'Europe a une opportunité extraordinaire de se réinventer, avec la technologie bien sûr, et puis quand même le côté humaniste et environnementaliste sur lequel il va falloir travailler. Parce qu'il n'y a rien de plus écolo qu'un robot, il faut être clair. Ça optimise tout, un robot. C'est son énergie, ses forces, ses machins, donc c'est le truc magique en termes de robotique quand on a une option... Donc, alors, intégrateur... Non, mais moi, c'est industriel en France. Il y a aujourd'hui, en France... un début d'industriel de la robotique, même si c'est que du soft. Enfin, l'ensemble de ce qu'il y a 10 ans, tu voulais pousser à travers ta révolution. Alors, quand j'ai commencé à Infogrames dans les années 80, c'était le décollage des PC dans les entreprises, pour la comptabilité, pour la gestion, etc. Et on voyait bien que ça a commencé par là. Donc c'est un très bon signe que le robot rentre dans les ateliers et les usines. Dans la maison, on en a parlé... On en est à l'écran, gestion de l'écran, c'est encore les early adopters. Mais il n'y a pas de doute. Bah, toi, c'était les aspirateurs. Oui, les aspirateurs robots avec Robopolis, et maintenant iRobot, les robots compagnons où quelques personnes en ont acheté quelques-uns, mais c'était assez marginal. Là, la vague est en train de monter. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de boîtes françaises qui se mettent à dire, mais finalement, on va fabriquer. Pourquoi on laisserait la fabrication aux Chinois? Alors, le frein qu'on a aujourd'hui, c'est les cartes électroniques, il faut être clair. En France, sur les grandes séries, on ne sait pas faire de cartes électroniques. On sait faire sur des petites séries, mais sur les grandes séries, on ne sait pas faire. Mais le reste,
le moulage plastique, la mécanique, l'ingénierie, le design, tout ça on a. Donc à nous un peu de nous prendre en main et de commencer à travailler intelligemment. Et moi ce que je pousse, c'est de dire en Europe, on devrait commencer à réfléchir à la coréenne, c'est-à-dire ne pas faire de la subvention. Moi je suis maintenant devenu assez contre les subventions aux entreprises, mais plutôt des marchés, des appels d'offres en disant si votre truc il marche, oui, on va l'adopter, on va le tester. Et t'es sûr que l'échelle européenne, c'est la bonne échelle? Ça marche jamais, l'échelle européenne. En tout cas, dès qu'on essaye de faire des trucs à l'échelle européenne, même les vaccins, on n'y arrive pas. Voilà, j'ai découvert dans mon nouveau... J'en suis moi-même dans mes nouvelles fonctions, affligé. Mais... Dans mes nouvelles fonctions, j'ai découvert un truc, c'est que les contraintes européennes font qu'un appel d'offres franco-français, par exemple, c'est très compliqué à monter. Ouais, c'est ça. Donc il vaut mieux pousser un peu, essayer d'avoir... Il suffit d'avoir 2 pays, et ça devient européen. Ouais. On n'est pas non plus en train de dire... D'accord. Et puis, le dernier point que je voulais dire, on a déjà des marchés dans lesquels on est très bon. Le véhicule autonome, on est très bon. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de Français qui travaillent dessus, il y a des grosses équipes. Grâce à Valeo. Bien sûr, soutenues par des groupes quelques Valeo, mais aussi Keolis et d'autres, donc filiales de SNCF, des gens qui disent, dans le transport, c'est intéressant. Dans l'hydrogène, on est très comment bon. il s'appelait? Navia, oui. Je sais pas où ils en sont, d'ailleurs. Ils ont viré le fondateur. Oui, mais bon, ça, c'est l'avis des fondateurs. Moi aussi, j'étais viré. Donc, quelque chose. avis aux fondateurs, vous serez virés. On n'en parle plus. Oui, mais justement... Ils ont viré Steve Jobs, c'est pas mal. Ils ont été failli virer Elon Musk, c'est pas mal. Et Jeff Bezos, il se casse avant d'être viré. Donc, c'est bon, quoi. On va pas... non, mais il faudra voir où ils en sont, Navia. Effectivement, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a des centaines d'ingénieurs en France aujourd'hui qui travaillent sur le véhicule autonome. Il y en a aussi chez Renault, il y en a chez PSA et compagnie. Donc, on a des... Donc, il faut monter à l'échelle maintenant. Voilà, il faut cette montée à l'échelle, il faut y aller. Et pour ça, il faut bien être lucide qu'on n'est pas tout à fait sorti de l'ornière, mais savoir qu'à l'horizon maintenant de quelques mois, à mon avis, le 3e trimestre de cette année, on se prépare un super redécollage. Oui, ça d'accord. Mais pour toi, il faut que tu continues à militer pour la baisse des impôts de production. Il faut que tu continues à militer pour tout ce qu'il y a dans la loi Pacte, mais il n'y en a pas assez pour qu'il y ait moins de normes, de règles, de contraintes qui pèsent dès que vous voulez pousser le mur d'une usine. C'est tout ça qui aujourd'hui bloque cette montée à l'échelle, Bruno. Je rappellerai pour mémoire que sur 3 ans et demi de mandat, aujourd'hui, on a eu quasiment 1 an de gilets jaunes et quasiment 1 an de Covid. Donc c'est sûr qu'en regardant en perspective, le travail notamment qui est dans le programme, qu'on a tous un peu oublié avec les urgences, mais de nettoyage des normes, c'est un travail qu'il faut absolument faire. Je suis entièrement d'accord avec toi. On a déjà réussi à faire passer les impôts de production, on a modifié et libéré pas mal de choses. C'est le début. C'est le début. 10 milliards sur... Oui, mais... 10 milliards sur 70. Et après, il y a l'art de l'équilibre. Il faut arriver à gêner... Toujours, la voile, tirer des bords, les courants... Mais c'est pas ça, mais regarde, il y a des gens... Non, mais j'admets, j'entends, ça m'intéresse. On se bat pour... Et c'est très bien pour les entrepreneurs ici, à cette table, mais j'ai d'autres endroits où, par exemple, je me bats pour les auxiliaires de vie à domicile qui gagnent 800 balles par mois en s'occupant des personnes âgées. C'est inadmissible, donc il faut trouver aussi des moyens pour ces gens-là. Non, c'est le même sujet, Bruno. Pourquoi elle gagne 800 balles par mois? Sans doute parce que... l'entreprise doit en payer le double en charge, voilà, et que si elle en payait moins en charge, elle gagnerait 1000 ou 1200 balles par mois. Oui, mais si les entreprises n'en payaient pas le double en charge, tu n'aurais peut-être pas de l'école gratuite, la santé gratuite, donc il y aurait... Tu vois, ce sont des équilibres. S'il y a un truc que j'ai appris, c'est que c'est un petit peu, tu vois, un Pulse en 3D. Non, mais tu touches une pièce. Non, mais la voile, c'est très bien. Enfin, tous ceux qui sont montés une fois sur un bateau à voile savent que... Voilà, très vite, on se retrouve à l'eau, en fait. Et puis, tu sais, moi, j'ai traversé l'Atlantique quand tu es au milieu de l'océan et que c'est dead calme et tu te dis, j'ai que ça pour avancer, tu prends une vieille angoisse. Jamais oublié ce truc qui marque bien, moi je trouve qu'il marque les esprits. C'est quand ils ont fait le Vendée Globe, là, quand ils étaient dans le Pacifique, ils étaient plus loin de toute terre habitée que les gars de la Station Spatiale Internationale. Exactement. Mais moi, la seule fois de ma vie où j'ai été, ce que j'ai appelé au bout du monde, c'est quand tu es au milieu de l'Atlantique, tu regardes les étoiles et tu as l'impression que les étoiles sont plus près que le bord que tu as quitté quelques jours plus tôt. Et quand tu es à la tête d'infogramme et tout te file entre les doigts et tu n'arrives plus à rien contrôler et la boîte est partie en vrille, là aussi tu es quand même au bout du monde, non? Là aussi tu as de sacrées leçons. Oui, tu apprends que justement, il faut être toujours beaucoup d'humilité sur ces choses-là et compter sur les gens. C'est pour ça que je suis d'accord sur le message de confiance de dire « Oh les gars, on s'en sortira qu'ensemble ». Je crois que c'est le message qu'il faut entendre là-dessus. On s'en sortira qu'ensemble. C'est pas l'État qui va tout faire, c'est pas les gens qui vont décider tout seuls, c'est un mélange des deux. Et je sais que c'est difficile à digérer pour plein de gens. Je pense aux bars-restos qui ont fermé depuis 1 an. C'est pas un discours politique, ça. C'est des copains qui ont des bars, qui ont des restos, qui disent Bruno, comment on fait? C'est même pas l'argent, c'est même plus l'argent. On a envie de bosser, on a envie de rencontrer des gens, de boire des cafés. Bruno, on est au bout.
Eh ben, très bien. C'était très agréable. Merci infiniment pour cette visite. Merci, et puis je reviendrai avec plaisir. Et à bientôt sur Bismart. Les amis, on continue.